Mais c'était... Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Cap sur le Grand Montréal, une série de balados consacrée à la région métropolitaine de Montréal. Aujourd'hui, le directeur général de la CMM, Massimo Iezzoni, s'entretient avec Chantal Deschamps. On reçoit aujourd'hui nul autre que Mme Chantal Deschamps, qui, je peux me permettre de dire, est une pionnière et même un des membres fondateurs de la communauté métropolitaine de Montréal, qui, comme vous le savez, a été créée en 2001. Et Mme Deschamps a fait tout ce parcours avec la CMM et on s'entretient avec elle pour nous faire un peu son bilan, ses idées pour l'avenir, les bons coups de la CMM, parce que Mme Deschamps, quand même, était aux premières loges, mairesse de Repentigny durant toute la période de ces 20 ans-là, et qui a occupé possiblement, je pense, tous les sièges de la CMM, que ce soit des présidences de commission jusqu'à membre du comité exécutif, jusqu'à représentante de différents événements internationaux sur la CMM. Alors, on est très, très, très content de l'accueillir à notre balado. Madame Chantal Deschamps, bonjour. Comment ça va? Mais ça va très bien. Puis surtout, je suis très contente de savoir qu'on va pouvoir faire, dans le fond, relater cette belle histoire, en fait, de la CMM, parce que nous, à l'époque, bien, on était certainement autour de 400 000 sur la Couronne-Nord, puis maintenant, en 20 ans plus tard, c'est 660 000 habitants. Alors, et je suis persuadée que le fait de s'être inséré dans la métropole a fait en sorte qu'on s'est développé à vitesse grand V. Ben oui, justement, Chantal, on parle des débuts de la CMM. Alors, on sait que la CMM, ça a été créé en 2001, mais on sait aussi que son accouchement n'a pas été facile. On sait qu'à la Couronne-Nord, il y avait quand même à l'époque des résistances. On se souvient, puis Mme Harel en parlait, de l'accueil un peu particulier au niveau agricole du maire de l'époque, M. Deschênes, là, qui l'avait accueilli avec un panier de fraises pour lui dire, écoutez, Mme Harel, on aime bien ce que vous faisiez, mais on aime moins la CMM, puis on vous offre des fraises pour y penser. En fait, je paraphrase un peu l'idée, mais raconte-nous ça un petit peu, là, comment ça a été les débuts, la position de la Couronne-Nord, puis d'autres villes aussi qui disaient, on voit pas nécessairement ça d'un bon œil, la CMM, là, qui vient jouer dans les structures de la région métropolitaine. Avec plaisir, parce que je dirais que de toute façon, nous étions identifiés comme étant les Gaulois de la métropole, parce qu'on a, d'entrée de jeu, dans le fond, on a refusé d'adhérer à cette nouvelle structure. Et nous, ben, notre position à l'époque, c'était de dire, commencez à trois, dans le fond, les trois grandes villes, Montréal, Laval, Longueuil. Rendez la chose attrayante, puis après, on se joindra. Mais ça ne s'est pas conclu comme ça. M. Bernard a eu un mandat et a commencé à avoir un comité, à siéger autour d'une table qui s'appelait le comité aviseur. Et nous, tout le temps de ce comité aviseur-là, on a laissé un siège vide. Je dis pas que si c'était à refaire, c'est ça. Je me souviens de ça parce que je siégeais aussi, puis on disait toujours, ah, je pense qu'ils se présenteront pas. Et M. Bernard disait, on va commencer. Oui, ben en fait, mais ça, je vous dirais tout le temps. Mais en parallèle, on n'a jamais cessé de discuter, voire négocier avec le gouvernement et ses représentants en place. Alors, ce que Mme Harel a raconté, les fraises de la Couronne-Nord, de fait, à un moment donné, on s'était rendu dans le fond, une rencontre, un colloque où on parlait justement, le gouvernement était invité à parler de la réorganisation municipale. Puis à la sortie, on avait accueilli tous les députés, ministres, y compris la ministre Harel, avec des paniers de fraises, alors des belles, avec l'accent aussi, hein, des fraises fraîches de la Couronne-Nord. Alors, certains avaient trouvé ça très drôle, d'autres un peu moins. Et je pense que Mme Harel, sur le coup, elle avait été un peu surprise et elle avait compris le clin d'œil. Mais de toute manière, moi, je me dis, ça, c'était à l'époque, mais je vous dirais ça nous a demandé, après la Couronne,
de travailler rapidement pour qu'on, tu sais, une fois que la décision est a été tombée, prise. oui, tu sais, je veux dire, il a fallu. À l'époque, Lavaltrie, là, pour ceux qui s'en souviendront, devait faire partie de la CMM. Et quand je vous dis qu'en parallèle, il y a eu toutes sortes de négociations. La ville aussi, dans la MRC de Deux-Montagnes, qui s'appelle Saint-Placide, a été exclue de la CMM. Alors, ça aussi, ce serait intéressant d'entendre Mme Harel là-dessus. Mais ceci étant dit, c'est qu'après, dans le fond, puis moi, je me souviens, les premiers, même le premier conseil provisoire avait été présidé par le maire Pierre Bourque. Exact. Et ensuite, ben moi, j'avais constaté rapidement que sur 28 membres présents, à la CMM, j'étais la seule femme. Puis ça a Et c'est été, vrai. ça a pris, dans le fond, quelques années, je vous dirais, avec Monsieur le maire Tremblay, avant de voir arriver au conseil des élus, c'est-à-dire des mairesses d'arrondissement. Mais à l'époque, là, écoutez, moi, ça fait 24 ans que je suis en politique municipale et mairesse. Je peux vous dire que mon entourage était que des hommes parce que c'était à l'époque, il y avait des mairesses, mais il y avait des mairesses à la tête de petites communautés. Mais juste pour faire un aparté, moi, je me souviens en 97, quand j'ai été élue, j'étais à la tête d'une ville de 56 000 habitants, qui est devenue 86 000 maintenant. Et la mairesse qui était à la tête de la ville la plus populeuse à l'époque, c'était André Boucher, alors mairesse de Sainte-Foy. Et au lendemain, c'était la première à m'appeler pour me féliciter et me faire réaliser que nous étions les deux mairesses à la tête des villes, de deux villes populeuses, et donc 56 000 dans mon cas et Ouais. 75 000 elle dans le sien. Mais c'était vraiment très, très chouette. C'est pour vous dire que là aussi, sur ce plan-là, ça, je veux dire, ça l'a vraiment Ouais. évolué. Ils ont fait le pari de prendre la RMA, qui était à l'époque, je pense, la bonne décision, parce qu'on voit bien que nos citoyens sont pas juste dans une ville, ils se déplacent ailleurs pour le travail, pour les études. Puis évidemment, on l'a bien constaté ça au cours des années ensemble. Mais il y a aussi la gouvernance. Puis sur la gouvernance, je voulais t'entendre surtout sur l'espèce d'entente qu'il y a eu au comité Bernard, où on disait finalement, ben on va avoir une formule égalitaire, là, 14 élus de Montréal, puis 14 élus de Laval, Longueuil et des Couronnes. Pour ceux qui l'ignorent, là, le conseil de la CMM est formé de 28 élus qui se partagent selon une formule qui est prévue dans la loi. Mais je voulais t'entendre sur le fameux débat qu'on avait toujours, parce que quand on parle d'une réforme aussi importante que ça, c'est toujours le poids de Montréal sur les décisions. On l'a bien vécu. Et là, si Montréal contrôle tout, ben, qu'est-ce qui arrive des couronnes? On n'est pas à l'aise, tout ça. Donc, les premières années ont beaucoup été là-dessus. Mais ta position maintenant, quand tu regardes l'évolution, est-ce que ce qui a été prévu dans la loi, ça a été simple? Puis quand tu regardes les procédures d'adoption des dossiers, tout ça, il y a quand même une belle évolution depuis le début, là. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça un petit peu, comment tu l'as vécu, puis comment tu vois que ça a cheminé dans le temps? Ben, en fait, ça, c'était vraiment un irritant majeur, hein, le poids de la ville de Montréal. Puis nous, on a adhéré à la CMM de reculons, hein, on va le dire comme ça. Et pourquoi, quels étaient nos principaux motifs? C'était, dans le fond, les trois grandes villes ne suffisent plus à elles-mêmes pour se doter de services à grande échelle. Donc aujourd'hui, on appellerait ça métropolitain. Et c'est la raison pour laquelle ils se retournent vers les deux autres couronnes. Puis, dans le fond, nous, on va, on va dégager des sommes importantes pour aider les trois grandes villes à continuer à progresser, alors que nous, on n'aura pas plus de services, notamment tu sais, dans des dossiers aussi cruciaux, par exemple le transport ou le développement économique. Et ça, ben, en fait, il a fallu apprivoiser la bête, si je peux me permettre l'expression, qui est la CMM, parce que nouvelle gouvernance, mais on a eu quand même je dis la prudence. Est-ce le gouvernement, est-ce dans les négociations qui ont eu cours, mais en fait, en demandant le vote aux deux tiers des membres présents. Alors, sur le budget ou sur les schémas d'aménagement et autres dossiers, dans le fond, dont la juridiction touche l'ensemble du territoire, là.
Alors c'était, dans le fond, une garantie pour les couronnes que nous, on ne signait pas des chèques en blanc, puis dont on ne touchait vraiment une plus-value. Mais, vous savez, quand on arrive dans une nouvelle gouvernance, là, tant et aussi longtemps que les politiques ne prennent pas forme. Alors, puis des cadres aussi, des modus operandi, c'est que c'est sûr que les cotisations rentrent, on les paye, puis on ne voit pas de service au bout. Puis en 2003 puis 2010, on a eu aussi la réalité dans le visage, ni plus ni moins, quand on a essayé de faire le premier schéma d'aménagement, là. Et c'est là qu'on a vraiment réalisé, là, tu sais, quand on parle de faire une planification stratégique, quelles étaient nos forces et nos faiblesses. Je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. On a constaté que la faiblesse, c'était que le modèle d'aménagement que la loi avait soumis aux élus, puis qui avait été adopté par le législateur, ben là, ça passait pas, là. Fait que je pense que ça vaudrait la peine qu'on parle de cette difficulté, puis comment on a réussi collectivement à surmonter ça, puis d'arriver avec quelque chose d'assez extraordinaire. Fait que je te laisse aller, là, disons, à partir du moment où on dit, ben on va essayer le schéma, puis vers la fin où on constate que ce schéma-là ne fait pas l'affaire. Je te laisse aller. Oui, mais en fait, ça, c'est le premier exercice. Puis Exact. finalement, c'est sûr que ça n'a pas été un bon coup en matière de résultats parce qu'on s'est rendu compte que tu sais, du mur à mur, là, dans une région métropolitaine aussi diversifiée qu'est la CMM, avec ses couronnes, avec des enjeux en agriculture, en environnement, avec de la densification, dans le fond, très importante au centre, dans ces villes, les villes les plus populeuses que sont Montréal, Laval, Longueuil, c'est qu'on ne peut pas prendre ces mêmes normes-là et, comme on dit en bon québécois, les débarquer, arriver, là, gros gens par devant et avoir les mêmes standards dans les couronnes, là, où c'est surtout à 80-90% des maisons unifamiliales avec des grands terrains, des espaces verts. Donc, c'est pas du tout le même plan d'urbanisme. Aussi, on a compris qu'il fallait qu'on travaille tout le monde ensemble. Et de cesser, c'était, je dirais que la première occasion où on a pris conscience, tout le monde, là, qu'il fallait arrêter de se regarder comme des chiens de faïence et de se dire, ben, les couronnes ont des particularités, puis même sur une même couronne, il peut y avoir des villes qui ont une certaine densité, c'est le cas, par exemple, complètement dans le nord-est de la couronne, ben, on se retrouve avec des villes extrêmement populeuses là, pour la taille des couronnes. Terrebonne, Repentigny, Mascouche, plus au centre, maintenant on a Blainville, puis ça n'a pas fini, là, puis on voit Mirabel là, qui est en pleine expansion. Alors, on ne peut pas arriver avec du mur à mur, puis moi, je le dis, il y a une culture dans le municipal. Et ça nous a permis de développer cette culture-là et de comprendre, peu importe la taille de la ville, dans le fond, une mairesse ou un maire reste toujours maire et mairesse, avec les mêmes responsabilités. Entre 2005 puis 2010, c'est quand même 5 ans. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'études qui ont été faites, beaucoup d'allers-retours entre les villes ou la ville-centre, qui est Montréal, vers les autres villes, incluant les couronnes. Et ça, ben, je dirais que ça a été toute l'étape qu'on a appris à travailler ensemble. Et il faut le dire aussi, le fait que M. Tremblay, avec son administration, a été reconduit comme maire de la grande ville, ben, ça assure quand même une certaine stabilité. C'était de même du côté de Laval. Ça a été aidant. Le fait que des élus qui s'étaient retrouvés sur le premier conseil fondateur puissent, dans le fond, bénéficier de l'apprentissage qu'ils faisaient et eux-mêmes jouer ce rôle d'intermédiaire. Dans le fond, on apprenait une autre langue, on apprenait à parler la langue métropolitaine. Donc, ça veut dire qu'on revient chez nous puis qu'on dit, oups, attention, tu sais, on est dans, tu sais, c'est complexe. On commence à incorporer le volet métropolitain dans la discussion dans les couronnes. Là. Puis là, je voulais t'amener, parce que là, on est en 2005, puis on s'en vient dans le 2010, là, qu'on va beaucoup aimer. Mais ce qui est arrivé, puis il faut le souligner, puis c'est important, c'est que la proposition de modification du partage des compétences en aménagement était une proposition de la CMM
qui a été faite avec les élus et les fonctionnaires des villes, comme tu nous disais, avec un va-et-vient, qui a été soumis à l'époque au gouvernement libéral à ce moment-là et qui a été accepté dans son intégralité. Et ça jetait les bases, ça, pour le document qu'on peut appeler fondateur en termes d'aménagement du territoire, qui est le PMAD qu'on va parler. Tu parlais, tu étais la première femme à la CMM. C'est vrai, mais il y avait le Club des femmes à la commission d'aménagement qui a fait la consultation aussi. Là. Il y avait, on va les nommer, là, Hélène Fotopoulos de Montréal, Chantal Deschamps de Repentigny, Suzanne Roy de Sainte-Julie, puis Lorraine Guay-Boivin de Saint-Hubert, là, de Longueuil. Alors, ça, pour ceux qui ont travaillé de très près avec cette commission-là, je n'oublie pas les collègues masculins, mais j'en profite, je peux vous dire que les 4 femmes qui étaient là, elles y embrassaient, puis ils menaient ça assez bien, merci. On en a vu de toutes les couleurs. Puis c'est probablement un des beaux moments là, de la CMM. Puis tu dis souvent, c'est là que vous avez... Ben, en tout cas, je te laisse aller parce que je t'ai entendu souvent parler. C'était un moment où les élus se sont trouvés puis ils ont dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose collectivement. Mais vas-y, le contenu de cette expérience-là qui est absolument formidable. Oui, mais en fait, déjà là, la venue des femmes, on est quasiment 9 ans plus tard, là. Alors, tu as touché un point, Massimo, c'est un des irritants par rapport au schéma ou au cadre d'aménagement de la CMM pour les gens des couronnes, c'était de se retrouver avec, dans le fond, une échelle à 3 pour le schéma d'aménagement. Donc, réglementation, plan d'urbanisme, ça restait au local, c'est-à-dire à la ville, à la municipalité. Puis nous, dans nos façons de faire avant la CMM, c'est le cadre plus régional, il venait de la MRC, puis ça s'arrêtait là avec les orientations, là, les gouvernementales, ça s'arrêtait là. Et là, on voyait venir, dans le fond, doubler avec une autre instance qui est la CMM, puis on ne savait pas trop qu'est-ce que c'était pour manger à travers le temps, là, cette bébite-là. Alors, c'est sûr que ça aussi, sur le plan d'aménagement, c'est un irritant. Mais comme tu le dis, c'est qu'à un moment donné, c'est que plutôt que de se laisser imposer un cadre qui serait venu du gouvernement du Québec, c'est encore, dans le fond, qui ne correspondait pas du mur à mur, puis qui ne correspondait pas à nos réalités, dans le fond municipal au sein de la métropole de Montréal. Alors, on s'est dit, regarde, on a déjà joué dans ce film-là. On va s'asseoir ensemble, puis on va convenir d'un modus operandi. Et ça, de fait, c'est le gouvernement libéral de M. Charest qui a reconnu ce premier cadre-là. Et ça, au moins, c'était le départ pour, j'ai envie de dire, 2010, où on a lancé la vaste consultation jusqu'à l'adoption du plan métropolitain d'aménagement et de développement là, de la CMM, qui a été vraiment une formule gagnante. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un document qui s'est monté comme le veut l'expression anglaise, à draft zéro. C'est-à-dire qu'on avait des grandes orientations, on savait ce qu'on voulait couvrir, l'environnement, le transport, bien sûr, tout ce qui s'appelle développement durable. Alors, aujourd'hui, on ajouterait le 4e pilier qui est la culture, mais dans le PMAD, on avait quand même quelques énoncés, mais on n'est pas allé, il faut se souvenir là, que c'était en 2010. Là. Et plutôt que de rédiger un document, puis aller présenter quasiment un document tout terminé, là, pratiquement tout écrit à la population, donc à la société civile, on a fait l'inverse. Et c'était à l'époque très, très, très audacieux, mais tellement porteur, parce que dans le fond, au-delà du plan d'aménagement, c'est que ça devenait, dans le fond, on était tous conscients, là, les élus qui étaient autour de la table du conseil de la CMM, là, qu'il fallait créer un peu plus d'engouement pour la CMM, qu'il y avait des avantages pour les municipalités d'être au sein de la métropole, que c'était pas connu des citoyens, développer un sentiment d'appartenance plus grand, dans le fond,
qui était pratiquement inexistant. Et ça, c'est toujours à refaire dans nos propres communautés. Il faut imaginer à l'échelle métropolitaine. Et moi, là, j'ai trouvé que l'exercice du PEMAD, ça a été tellement thérapeutique pour tout le monde. Et on bâtissait sur ce Oui. cadre-là. Et Ça vaut la peine peut-être, Chantal, de le répéter, là, ce que tu disais, puis c'est bien important. Tu l'as dit, la pratique était, ben, tu déposes un projet. D'ailleurs, la loi est comme ça, tu déposes un projet, et puis après ça, tu fais une consultation sur le projet. Après ça, le conseil adopte, on l'envoie à Québec. Québec dit, voici mes motifs, on le renvoie. Le paiement, c'est pas ça qui est arrivé. C'est important la nuance. Le choix du conseil, puis de l'administration, ça a été un pari quand même audacieux, c'est de dire, ben, écoutez, on a fait la loi ensemble, faites-nous une proposition par secteur de ce que vous pensez de l'aménagement, du transport, de l'environnement, puis tous les objets qui étaient dans la loi. Puis, on en a préparé un document à partir de cela, qui était le document martyr, dans le fond, et la commission a joué un rôle beaucoup plus large qu'une consultation. C'était littéralement une consultation et une rédaction pour préparer le document qui devrait faire l'objet de l'adoption finale. Alors, c'est quelque chose qui se fait très peu. Puis tu l'as vécu à la RTM, on a fait la méthode traditionnelle, évidemment, mais ça, je pense qu'on peut dire, ça fait quelque chose de tissé serré auquel les gens s'identifient, là, tant les élus que la société civile. Quand tu disais là, que le soir, on regardait tout ça, on dit c'est une bonne idée, ça, il faudrait la retenir. Ben, c'était une rétroaction quasiment spontanée. Il faut se souvenir de l'époque. Oui. Puis, il y avait toute cette effervescence. Hein, les gens ne se réalisent pas. Là. C'était très couru. C'était pas un spectacle de Paul McCartney, là, mais c'était très, très, très couru. Et il y avait de l'intérêt. Puis, on carburait à ça là, pendant ces semaines-là. Là. C'était un moment unique là, en termes d'aménagement dans la région métropolitaine pour Québec. Là. Oh oui, puis il y avait, dans le fond, on faisait salle-comble et on était un peu fébrile parce que on réunissait la société civile. La société civile, c'est bien sûr, il y a des militants, alors, et il y a des gens qui sont des groupes d'intérêt. Il y avait des promoteurs, dans le fond, qui étaient bien intéressés à voir où est-ce que la CMM s'en allait, mais qui prenaient part à ces discussions-là. Et là, c'était comme comment ça va se passer dans la salle pour faire en sorte que tout le monde ait droit au chapitre, tout le monde puisse s'exprimer, mais que ça finisse pas en bataille dans la salle ou dans les corridors. Mais ça s'est très bien passé. Et au terme de ça, on le sait, la société civile, dans le fond, est vite venue à nous dire dans les salles. C'est une belle histoire, ça. Il faut la raconter. Là. C'est une très belle histoire. Il fallait que c'était tellement un exercice qui avait été significatif pour l'ensemble des 82 municipalités qu'il fallait faire un suivi serré de l'état d'évolution du PEMAD, donc premier document. Alors là, il y a eu cette idée qui, demandez-moi pas qui, c'est venu de la salle, c'est venu de la société civile et des gens qui ont dit qu'il faudrait faire un forum annuel. Et c'est devenu l'Agora métropolitaine, mais aux 2 ans, parce qu'annuellement, ça nous mettait une pression où on n'aurait pas pu, puis là on le voit, hein, comment c'est long, un premier cadre comme ça. La dernière MRC vient tout juste de conformer au PEMAD. Alors non pas parce qu'il y a eu du laxisme, c'est que c'est complexe, pour pas dire compliqué sur certains aspects, parce il y a les fameuses régions administratives, il y a la région métropolitaine, il y a les MRC, donc je veux dire, on en a pour s'amuser longtemps. Mais ça, je dirais que ça a fait la différence parce qu'à la première Agora qui s'est tenue 2 ans après l'adoption du PEMAD, on avait, je pense, 700 personnes dans la salle, encore tout aussi enthousiastes, venant de plusieurs horizons, tous des horizons différents. Et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on venait questionner l'avancement du PEMAD, faire en sorte qu'on se souvienne aussi qu'est-ce que ça voulait dire, puis pousser, puis c'est en même temps ce que ça fait. Ça vient nous conforter dans les priorités que la métropole a à choisir, puis sur lesquelles elle doit tabler pour avancer, que ce soit en matière d'environnement, Chantal,
développement économique. Ça vaut la peine de dire deux choses. La première, c'est que tu l'exprimes avec beaucoup de chaleur, là, mais pour la première fois, l'Ordre des urbanistes du Québec a donné une mention, le prix d'excellence, dans le fond, on va l'appeler comme ça, au Conseil de la communauté, là, puis ça s'adressait beaucoup à la commission, là, évidemment, pour avoir réalisé le PEMAD dans un horizon quand même assez serré, hein, même pas un an. Des exercices comme ça prend 2, 3 ans. Puis, en plus de ça, puis il faut le dire, le ministre Laurent Lessard de l'époque a donné un avis de conformité quasiment dans les 60 jours en disant on le répute conforme. Puis ça vaut la peine aussi de parler, quand c'est des dossiers aussi beaux que celui-là, la collaboration du gouvernement du Québec, où des fois, on se souvient, on avait une table Québec-CMM, où à un moment donné, on réglait nos problèmes en famille, puis le ministre a été très aidant là-dedans aussi, là, quand on cheminait. On se souvient des discussions qu'on avait eues sur la densité, par exemple. Ça n'a pas été facile. Mais, d'un commun accord, les discussions se faisaient. Puis j'aimerais ça que tu en parles parce que, tu sais, quand on parle de, bon, les élus ont une position, puis c'est pas réconciliable entre les 5 secteurs. Puis là, en plus, quand on s'en va avec le gouvernement du Québec, ça peut se cristalliser. Ben, je pense que ça vaut la peine de dire que ce n'était pas le cas, de Chantal. Je ne sais pas si tu te souviens de ça quand on rencontrait le ministre. Absolument. Et dans le PEMAD, les couronnes ont débattu beaucoup dans le cadre de cet exercice-là, les citoyens aussi, sur le fait que la communauté métropolitaine, là, elle ne doit pas miser juste sur l'attractivité d'un territoire qui est celle de la grande ville. Et la grande ville et ses périphéries, mais davantage que ça s'inscrive dans une vision polycentrique. Puis ça a été, dans le fond, un concept, une notion clé qui est devenu, dans le fond, un argument majeur pour les couronnes pour adhérer à ce plan métropolitain d'aménagement et de développement, parce qu'à partir du moment où on parlait plus juste d'un grand centre, mais de centres multiples, partout, autant dans la couronne nord, la couronne sud, que dans les 3 grandes villes que sont Longueuil, Montréal, Laval. Alors là, les gens, puis quand on reconnaît des pôles d'activité, ben ça nous aide à mieux planifier le transport, à mieux planifier la densification, donc toutes les notions de TOD qui ont découlé à la suite de cela. Les couronnes voyaient bien qu'il fallait aussi faire un effort additionnel pour la densification. Et c'est là où on a vu différentes stratégies puis de modulation. Alors, où ça doit se faire, comment ça doit se faire, et aussi des territoires là, comme le mien, là, qui est à 90% des résidences unifamiliales. Ben, c'est sûr que du jour au lendemain, on ne va pas faire de la densification en plein milieu. Donc, il faut attendre à un moment donné qu'un quartier se revitalise puis qu'on revoie un peu sa configuration et faire en sorte que l'immeuble ou les immeubles de densification, ben, ça s'intègre bien à l'ensemble de la réalité de l'environnement municipal là, d'une ville donnée. Écoute, je vais faire peut-être un petit rappel. Donc, on disait 2003, notre premier élément fondateur de la vision. C'est sûr qu'il y a d'autres plans à la CMM, mais on regarde beaucoup davantage d'aménagement. Avec le PEMAD, là, ça vient consacrer ce que tu disais un peu, le modèle polycentrique du territoire, des objectifs communs, hein, parce que on est les deux seuls organismes, la CMM puis la Communauté métropolitaine de Québec, qui a des schémas avec des objectifs. Ça aussi, pour les élus, c'est plus facile, tu sais, le langage, bon, l'urbanisme, tout ça, on connaît bien dans les villes, tout ça, mais c'est plus facile de dire, bien, écoute, on a du monitoring, puis l'objectif n'est pas atteint, puis pourquoi, puis qu'est-ce qui n'a pas marché, donc on est capable de réajuster le tir. Donc, on avait un outil qui communique bien avec les élus, puis on peut comprendre, puis on peut ajuster. Ça a permis peut-être le PEMAD de dire, bien, enfin, on a un plan auquel on peut s'identifier. Il n'est pas parfait. Tu te souviens combien de fois qu'on a dit ça? Il n'est pas parfait, mais il faut bien en avoir un. Puis c'était un plan qui était attendu depuis une trentaine, sur certaines une quarantaine d'années. C'était comme un baume là, pour la région. Puis, je me souviens, beaucoup m'ont dit, on n'en revient pas que 82 maires se soient entendus sur un plan. C'était colossal là, quand même comme objectif d'atteindre, puis un large consensus au Conseil. Là.
On parle quand Oui, même, on peut parler d'une majorité totale. Moi, je dis toujours que c'était fortement oui, consensuel, le PMAD. Là. Et oui. là, ça m'amène à te parler, de dire, bon, ben, une fois qu'on a ce plan-là, il y a deux volets que je vais regarder avec toi, c'est que les gens ne réalisent pas comment ce plan-là a été apprécié au Québec, on l'a mentionné par l'Ordre des urbanistes, puis par le gouvernement également, aussi par les urbanistes canadiens, on a reçu un prix, mais je pense que ça vaut la peine qu'on parle un petit peu d'international, parce que Ah oui, tu as beaucoup, oui. fait le tour de différents panels et de congrès avec l'ONU. Ça vaut la peine que tu parles d'ONU Habitat, là, qui est un peu l'agence Oui, urbaine de l'ONU et oui. qui a vraiment apprécié le modèle CMM du PMAD. Là. Oui, parce que dans le fond, puis surtout qu'on a suivi toutes les conférences à la CMM là, qui ont mené d'Habitat 2 à Habitat 3. Oui, oui. Et ça, dans le fond, dans le fond, ONU Habitat, c'est l'organisme qui a le mandat d'écrire et de réécrire l'agenda urbain, on va le dire comme ça. Et ça, c'est toujours intéressant parce que je dirais, les meilleurs exemples à l'international, c'est là qu'on nous les sert dans les panels. Et on se souviendra, Massimo, on avait été invités et entre autres à Medellín, puis on a fait une réédition de cette conférence-là, on va dire plus, à Quito, là, quand Habitat 3 Bon, a on a adopté l'agenda urbain, là, 2031. Agenda urbain a été adopté, là, alors, et ça, c'est bon pour les 25 prochaines années. Donc, on n'était pas dans le champ, on était des précurseurs. Alors, moi, je me souviens, les premières questions à Medellín, une fois qu'on a eu présenté, avez-vous eu de la violence? Est-ce qu'il y a eu des gens blessés? Et est-ce que vous avez été obligé de faire appel à la force constabulaire? Alors, nous autres, on était vraiment tout à fait secoués par ces questions-là, parce que c'est là qu'on réalise, dans le fond, que au Québec et dans la métropole, on est une société, mais vraiment pacifique. Écoute, on vient de faire un tour extraordinaire de l'histoire de la TMM de 2001 à 2020. On a parlé du succès du PEMAD, on a parlé de l'importance de la cohésion, puis que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un travail de longue haleine qui a été fait par des élus. Puis on constate quand même des résultats, puis on entrevoit l'avenir quand même avec optimisme, parce que bon, la Mhm. méthode CMM, peut-être ça s'applique ailleurs, puis comme tu le dis, ben, peut-être une stratégie nationale pourrait y répondre. Et il me reste que maintenant te remercier pas juste pour l'entrevue, mais te remercier pour tes 20 ans à la CMM, et puis je pense que c'est 24 années à Repentigny, fait qu'un grand bout de vie à CMM. Alors, un gros merci pour ça, on a eu beaucoup de plaisir, puis beaucoup de résultats, puis beaucoup de succès. J'ajouterais peut-être une dernière chose, Massimo. Oui. C'est le PEMAD n'a pas fini d'évoluer parce qu'on a vu la volonté aussi de la CMM récemment, peut-être dans la dernière année, vraiment à la suite de notre dernière Agora métropolitaine là, qui s'était fait, Oui. pas virtuellement, là, mais il y a 2 ans. Alors, est sorti de là l'importance de traiter, de s'occuper de la culture comme quatrième Ah, c'est pilier vrai. Il faut parler de ça, ben oui. durable. Et moi, ben, j'ai eu le plaisir dans mes autres fonctions, alors de me voir confier, de présider la table sur le développement culturel métropolitain. Et qu'est-ce que ça va donner à court, moyen et long terme? Et bien sûr qu'il va y avoir une commission qui va se mettre en permanente, qui va se mettre en place, là, qui va s'appeler la Commission de développement culturel métropolitaine. Et du patrimoine. Et du patrimoine, absolument, et du patrimoine. Et tout le monde, toutes les villes, peu importe leur taille, auront leur carte à jouer dans cette commission-là. Oui. Parce qu'on sait que quand on parle de culture, on parle d'un élément extrêmement identitaire, mais cette commission aura la vertu de faire en sorte de donner le goût, d'optimiser ce qui se fait entre Oui. nous et faire en sorte aussi là, qu'on mutualise toutes Mhm. les activités culturelles. Alors ça, c'est vraiment Ouais. intéressant parce que les artistes y gagnent, je dirais tous les travailleurs culturels
y gagnent, mais aussi quand on parle de démocratisation de la culture puis d'accès à la culture de nos citoyens, bien, tous nos citoyens qui viennent de la Couronne Nord, de la Couronne Sud, Laval, Longueuil ou Montréal vont profiter. Et du Porto, éventuellement. Et du Porto. On les attend, bien sûr. Oui. Ben, merci. Moi, c'était un plaisir de raconter comment moi, je l'ai vécu, puis je me suis permise de parler au nom de mes collègues, notamment de la CMM, mais plus spécifiquement ceux de la Couronne Nord que je fréquente beaucoup plus souvent. Merci beaucoup, Chantal. Merci, bonne journée. Allez, merci. Merci.